Passe la parole à Monsieur Denis Massélia, notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Un grand merci à l'ensemble des personnes qui sont intervenues précédemment parce que on vous a invité il n'y a pas longtemps et j'imagine que vous avez dû revoir votre agenda en toute urgence. C'est pas forcément facile et en plus c'est sur un sujet qui est extrêmement important. Donc un grand merci d'avoir pris le temps d'être disponible et de préparer l'échange d'aujourd'hui. J'ai que 2 questions et finalement mes questions vont être extrêmement courtes, mais elles vont être la conclusion d'un propos liminaire peut-être un peu plus long, parce que j'ai 5 minutes, il me reste 4 minutes 30, et mes questions je pense qu'en 20 secondes il pourra le faire, donc il me reste 4 minutes 10 pour dire ce que je pense. Déjà dans un premier temps, sur la redevance qui a été supprimée en premier en 2022. Alors je comprends votre position qui est de dire il fallait la garder. J'ai voté pour la supprimer, et si demain c'est à refaire, je le referai. Pourquoi ? Parce que c'était quelque part un impôt qui pouvait être considéré comme injuste. On demandait à tous les Français, quels qu'ils soient, à l'exception de quelques cas particuliers, de payer 138 € quand ils étaient en métropole et 88 € quand ils étaient en outre-mer. C'était d'ailleurs aussi un impôt qui était quelque part injuste, c'est-à-dire que celui qui avait une télévision mais qui ne regardait jamais le duel public, on lui demandait de payer 138 €, celui qui passait son temps à écouter la radio publique et à regarder les médias publics sur son smartphone ne payait pas. Donc on pourra toujours se poser cette question-là, même si on peut se dire que tout le monde doit le payer potentiellement, quelle que soit sa consommation. Mais il y avait, dans les échanges que j'avais avec les habitants dans ma circonscription, une question qu'on peut considérer comme légitime, qui mérite le débat sur la nécessité ou pas, ou la volonté ou pas, de participer au financement de duels publics. Et puis rappeler aussi que cette redevance, elle avait un coût administratif élevé. Du moment où on a supprimé la taxe d'habitation, il y avait environ 300 salariés qui étaient employés à superviser le recouvrement et de lutter contre la fraude, justement. Et à un moment donné où on cherche à faire une simplification administrative, on pouvait s'interroger sur le coût nécessaire pour pouvoir recouvrir cet impôt. Ça, c'était mon premier propos concernant la redevance. Mon deuxième propos, il est sur l'échange qu'on a. J'entends beaucoup dire « oui, mais vous parlez de TVA, TVA, TVA ». Et il est vrai qu'aujourd'hui, tel que ça a été construit en 2023-2024, c'était une fraction de la TVA. La PPLO, telle qu'elle est construite aujourd'hui, n'a pas le mot TVA. Et c'est, je pense, extrêmement important de le dire. C'est un montant déterminé d'une imposition de toute nature. Alors, oui, on ne va pas non plus tourner autour du pot. Ça sera probablement en 2025 la TVA. Mais la loi est la loi. Quand on l'écrit, ça donne l'opportunité demain de choisir tout autre dispositif. Éventuellement, ça a été une question qu'on a posée au budget, ça peut être la CVAE. Il faudra toujours se poser la question du lien, mais il a la possibilité d'aller avoir cette imposition de toute nature, de déterminer quelle cela pourrait être. Et c'est vraiment un point sur lequel je vais être précis dans les échanges qu'on a, parce que, certes, on parle beaucoup de la TVA, mais c'est l'écriture telle qu'elle est construite ou proposée aujourd'hui est différente. Il me reste donc 1 minute 23 pour poser mes questions. J'ai donc encore un peu de large pour raconter ce que j'ai envie. Vous dire que je comprends et je soutiens aujourd'hui l'audiovisuel public dans la difficulté dans laquelle il est. Ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui le 7 novembre et vous ne savez pas, à l'heure où on parle, quel sera le budget de l'audiovisuel public dans 1 mois et demi et quelle sera la manière dont sera financé l'audiovisuel public dans 1 mois et demi. Vous ne savez pas si ça sera une budgétisation, un montant de TVA, un PSR ou tout autre dispositif. Et je peux comprendre que tant pour la direction, d'une part, pour construire un budget et une stratégie, que pour l'ensemble des salariés, d'autre part, cette situation inconfortable est source d'angoisse. Et j'ai eu le propos ce matin, et je le réitère cet après-midi, l'échange qu'on a, c'est vraiment sur cette proposition de loi organique, mais on devra avoir un débat, je l'espère, sur comment on assure un financement périn, et surtout comment on assure une visibilité sur les financements.
Le politique doit choisir s'il doit augmenter les budgets, les baisser ou autre. Ça, c'est le choix du politique. Mais vous permettre à vous, l'audiovisuel public, d'avoir une visibilité pour mettre en place une stratégie, un fonctionnement, me semble être une obligation que nous devons nous donner collectivement. Donc, ça y est, j'ai passé le temps, je ne peux plus poser mes questions, mais le poser quand même. J'aimerais que vous nous présentiez l'intérêt d'une modification rapide de la loi organique relative aux lois de finances et présenter les difficultés susceptibles de survenir dans l'hypothèse d'un financement par crédit budgétaire, ma première question. Et ma seconde question, présentez vos éventuelles observations sur la rédaction de l'article unique de la proposition de loi organique portant réforme du financement de l'aide publique. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vais vous redonner la parole à tous les quatre successivement pour quelques minutes chacun pour répondre aux questions de monsieur le rapporteur. Alors, monsieur le rapporteur, merci pour vos propos et pour vos questions. Je voudrais apporter, si vous m'y autorisez bien sûr, tout en répondant à vos questions. Madame la Présidente. Pardonnez-moi, je voudrais répondre aux questions, mais apporter 3 commentaires. Ah, mais vous êtes tout à fait libre de vos propos. Vous avez 3 minutes chacun pour alors, le on y faire. va. Je vous remercie. Le premier est pourquoi Force ouvrière a toujours défendu le prélèvement, enfin toujours, depuis que c'est revenu dans le débat, le prélèvement sur recettes. Parce que d'abord, ça responsabilise la représentation nationale, si je peux me permettre, au sens où c'est vous, effectivement, qui allez décider du montant par la loi qui sera débattue chaque année. Et ça permet aussi de responsabiliser les dirigeants de l'audiovisuel public qui seront amenés à argumenter et à rendre des comptes. Le deuxième élément, pourquoi nous aurions même pu accepter que ce soit une fraction de la TVA, et plus précisément qu'un prélèvement sur recette, parce que ça aurait renforcé le lien entre le citoyen et l'audiovisuel public, parce que nous ne sommes que le bien commun de l'ensemble des citoyens. Même si je reconnais à titre personnel que la TVA n'est pas le plus juste des impôts. Néanmoins, le lien aurait été organique et beaucoup moins injuste que la CAP, qui effectivement était payée par ceux qui déclaraient un téléviseur, ceux qui regardaient sur leur smartphone n'étaient pas concernés. Et puis, il y a un troisième élément qui répond à vos questions, qui est que, certes, il y a urgence, parce que le 31 décembre prochain, le mode de financement actuel qui nous convient, c'est-à-dire le prélèvement sur la fraction de la TVA, tombe à échéance, que nous ne voulons pas être budgétisés. Alors, je vous entendais dire tout à l'heure, avant que cette séance ne commence, que de toute façon, effectivement, c'est la représentation nationale qui peut à tout moment faire, défaire, voter une loi. Néanmoins, mieux vaut un prélèvement sur recette qu'une budgétisation qui ferait l'objet là de débats peut-être même terribles dans vos enceintes, qu'il s'agisse du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Et en même temps, donc, s'il y a urgence au 31 décembre, moi, au nom de Force ouvrière, je reconnais aussi que cette urgence, vous l'avez vous-même mesurée, d'abord le Sénat et vous, parce que nous aurions pu ne pas être considérés comme une priorité et dans votre calendrier de débat parlementaire être repoussé à l'an prochain, en disant, à titre temporaire, on va budgétiser, puis on en reparlera. Non, 23 octobre, nous sommes arrivés sur la table du Sénat, 19 novembre, nous arrivons sur les vôtres, et donc nous avons l'impression, pour Force ouvrière, que l'ensemble de la représentation nationale a mesuré comme nous l'urgence qui pèse sur l'audiovisuel public. Voilà pour les réponses à vos questions, parce que pour ce qui est de la rédaction de l'article, bien qu'ayant une vieille formation de juriste, je ne suis ni parlementaire ni juriste de droit parlementaire et donc je n'ai pas d'avis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, alors, je ne sais pas si je dois vous dire merci pour vos questions, monsieur le député, mais comme vous l'avez dit, nous avons été conviés dans l'urgence. L'urgence, c'est quand même moins de 24 heures. Donc, vous dire qu'au sein de la CFDT, nous n'avons absolument pas travaillé sur ces questions. Nous n'avons même pas eu le temps de travailler et que aujourd'hui, mes réponses sont sur la base de discussions que nous avons eues il y a quelques mois, notamment sur le volume, les coms, etc., et pas du tout sur la technique de financement. Ça n'est pas notre
cœur d'expertise. Vous nous avez conviés en tant qu'expert de la stratégie audiovisuelle et pas en tant qu'expert financier. Donc moi, je ne prendrai pas 5 minutes pour répondre à ces questions. Je préférerais être interrogé parce que sur les questions de volume et de com, parce que comme vous l'avez dit, le 7 novembre 2024, nous ne savons pas pour ces entreprises ce qui se passera en termes de volume budgétaire au 1er janvier et en termes de contrat d'objectifs et de moyens. Je vous rappelle que ce contrat d'objectifs et de moyens est en attente de signature depuis septembre 2023. Donc voilà, il me semble c'est vrai que la question du financement et du mode de financement est cruciale pour ne pas tomber dans la dépendance politique, mais en même temps, il y a aussi la question du volume et la question des coms. Qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans? Parce qu'il me semble qu'il y a cette question, même si on règle 2025, il va y avoir à régler 2026 et 2027, et là, c'est encore plus inquiétant que 2025, je puis le dire. Merci beaucoup, Monsieur Soufiane Rami. Allez-y, je vous en prie. Oui, alors juste pour revenir sur la question de la redevance, en fait, encore une fois, s'agissant de la position de la CFTC, nous, encore une fois, bien avant 2022, bien avant donc la suppression de la CAP, on appelait à la réforme de celle-ci. Et justement pour les mêmes raisons que vous avez évoquées, pour plus de justice fiscale. Parce qu'on estimait d'abord que l'impôt n'était plus adapté aux usages. Détenir un téléviseur, en fait, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les modes de consommation de l'information ont beaucoup évolué. Ça se passe notamment sur les supports numériques. Et puis aussi le fait de payer le même montant indépendamment de sa situation, ça nous paraissait aussi pas tout à fait pertinent. Donc non, un retour de la redevance, mais pas dans sa version précédente, mais une version réformée, modulée en fonction. Il y a des études tout à fait sérieuses aussi qui suggèrent à ce qu'on puisse partir d'un montant de 10 € jusqu'à 340 ou 350 €. Encore une fois, dans une période où on est à la recherche justement de plus de justice fiscale en France, je pense que ça nous paraît tout à fait pertinent. S'agissant de l'intérêt de la PPL, moi non plus je ne suis pas là pour commenter le travail des sénateurs et des députés. En revanche, je dois reconnaître quand même que cette PPL a le mérite de ne laisser finalement échapper à cette impasse qui est la budgétisation. Pour France Médias Monde, c'est très clair. Une budgétisation à partir du 1er janvier 2025. Ma collègue Soraya l'a souligné tout à l'heure, notre radio RFI perd sa fréquence à Berlin. Pourquoi? Parce que l'équivalent de l'Arcom en Allemagne, donc l'Arcom allemand, a déjà failli d'ailleurs suspendre la fréquence avec la suppression de la redevance, en estimant que les garanties d'indépendance n'étaient plus réunies. Donc clairement, budgétisation. Un autre critère très très important aussi, une autre menace, c'est que moi je peux vous dire que je suis beaucoup ce que font les médias internationaux, que ce soit dans le monde arabe, aux portes de l'Europe, aux États-Unis. Je peux vous dire que demain, les ennemis de nos intérêts, de notre démocratie et aussi de l'audiovisuel public extérieur n'hésiteront pas une seconde à entretenir délibérément la confusion entre médias d'État et médias publics. On sait très bien évidemment qu'il y a une grosse différence entre les deux. Par ailleurs, le fait de financer l'audiovisuel public, y compris France Médias Monde, par le budget de l'État, ça veut dire que demain, on risque aussi d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux avec une étiquette médias d'État. En termes d'image, c'est désastreux. Encore une fois, il y a déjà malheureusement un climat de défiance croissant envers les médias. Si aujourd'hui on donne un peu cette possibilité à nos détracteurs finalement de leur donner un peu, de nourrir davantage leur fake news et leur fantasme vis-à-vis de la France et son audiovisuel public, je pense que ça serait en tout cas une erreur irréversible. C'est pour ça, encore une fois, sur la PPL, je pense que c'est une solution d'urgence. Et encore une fois, je plaide, notre syndicat, la CFTC, on plaide pour un retour d'une redevance réformée et plus juste fiscalement. Madame Morvan-Smith pour le SNJ-CGT.
Merci. Pour revenir sur la contribution à l'audiovisuel public, on est bien d'accord qu'elle était obsolète. La question, c'est pourquoi adosser une contribution à l'audiovisuel public à des usages qui sont par définition changeants. Je pense que ça se pose. Et pourquoi l'avoir retirée sans aucun début de réflexion sur la façon de continuer à financer l'audiovisuel public. On continue à s'interroger. Nous, on pense que la budgétisation est évidemment un risque pour la stabilité du financement. On a besoin d'une évolution qui soit dynamique, et on a besoin de protection. Et on ne les voit pas là. Dans un contexte politique changeant et potentiellement illibéral, on a besoin de modalités qui protègent nos contenus et qui protègent l'indépendance et le fonctionnement des rédactions. On s'est posé la question aussi dans le cadre du PSR, est-ce que c'est pas un moyen aussi de limiter la visibilité des dépenses? Est-ce que c'est pas un moyen politiquement de dire bah non, c'est prélevé avant, donc ça n'est pas un coût, on a dépensé moins. Est-ce que ça c'est une réalité? C'est une question que j'aurais aimé vous poser. Donc la PPLO, évidemment qu'elle est bienvenue, avec cette urgence vitale pour tous les groupes, toutes les entreprises de l'audiovisuel public. Il n'en reste pas moins que pour nous, le principe d'une contribution nouvelle, réfléchie pour l'information indépendante, pour les savoirs et la culture, serait une modalité idéale. C'est aussi surtout un choix politique que d'assumer ce service qui est fait aux Français. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole aux différents représentants